Monsieur le Président, chère Constance Guisset, Mesdames, Messieurs, en tant que présidente du musée Guimet, c'est une joie de vous accueillir ce matin, un samedi matin, de voir cet auditorium plein. Et c'est d'autant plus une joie que parler de papier dans un musée d'art asiatique, ça a énormément de sens. Merci Madame la Présidente, merci de nous accueillir ici et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette première matinale de la 7e Académie des savoir-faire de la Fondation d'entreprise Hermès, dédiée au papier, vous l'avez compris. Donc cette 7e édition marque un anniversaire en fait, elle marque les 10 ans de l'Académie des savoir-faire que nous avons initié en 2014 dans le but de promouvoir et de valoriser les savoir-faire artisanaux par le prisme de matière universelle. Alors, on peut dire que l'Académie des savoir-faire est vraiment au cœur des missions de la Fondation d'entreprise Hermès. C'est un de nos programmes emblématiques. Notre fondation est une fondation opératrice, c'est-à-dire qu'elle mène des programmes, elle crée des programmes comme celui-ci et elle les développe. Et le but de cette académie, c'est en fait de cultiver l'intelligence collective, de conjuguer le progrès et le bien commun, et de replacer l'humain au cœur de notre société. Et nous avons un thème fédérateur à l'ensemble de nos missions, qui est nos gestes nous créent et nous révèlent. Et vous comprendrez évidemment que cette académie s'inscrit pleinement dans cette mission, puisque tous les 2 ans, elle nous permet de réunir des professionnels, des designers, des ingénieurs, des artisans, et qui vont mettre en commun leur savoir-faire et explorer ensemble des voies d'innovation autour d'un matériau. Donc après les thématiques du bois, de la terre, du métal, des textiles, du verre et de la pierre, donc la 7e édition de ce programme est consacrée au papier et a été conçue avec la complicité de Constance Guisset, qui nous a fait le plaisir et l'honneur d'accepter d'en être la directrice pédagogique. La série de matinales qui commence ici est le fruit d'une année de préparation. Ce programme a été pressé, tissé, avec la complicité de Hugues Jacquet et Julie Arnaud, et aussi de ma collaboratrice Lucie Verlaguet. Comme nous allons le découvrir dès aujourd'hui, le papier a une longue histoire. C'est un thème qui est aussi également dans mes petits papiers depuis très longtemps. Le papier se situe à mi-chemin entre la main et le cerveau du designer. Bon, un peu sur la tête là aussi. Et encore aujourd'hui à l'agence, j'avoue que le papier s'ancre sur la feuille pour devenir maquette avant de devenir objet. Il est tellement présent dans ma vie et dans celle de l'agence qu'il a pu devenir scénographie de spectacle en dépit des normes de sécurité ou encore lampe en dépit de sa fragilité. À chaque réunion de préparation avec les équipes et à chaque rencontre avec les académiciens, j'ai découvert avec appétit l'immensité de mon ignorance pour un matériau qui me semblait si familier, parfois presque banal. Moi qui pensais avoir la fibre papier, je ne suis qu'une petite chose de cellulose quelque part. Je ne sais rien et donc nous allons tout apprendre ensemble. Au cours de cette année d'académie, nous allons froisser des idées, nous allons les plier, nous allons les déplier, peut-être même en imprimer quelques-unes. On va plonger dans l'épaisseur du papier, on va instiguer recto verso, surface et volume, coin et recoin. On va explorer la dimension technique, historique, mais aussi artisanale et artistique, peut-être même facétieuse du papier, qui sait. Nous avons la chance d'avoir Léna et Santiago qui seront nos complices pendant toutes les matinales pour des lectures qui viendront faire écho aux différentes thématiques explorées. À nouveau, je m'efface pour une lecture introductive à la conférence de Jean-Pierre Drège que nous retrouverons juste après. Quelques écrivains ont prétendu que le papier de la Chine n'est pas de durée et qu'il se coupe aisément, surtout celui fabriqué avec les bambous. Ils ont attribué cela aux différents lavages d'eau de chaux que l'on fait subir à ces roseaux. Il est vrai dans un sens que le papier de bambou est sujet à se couper. Mais c'est lorsqu'on lui a donné une teinture d'alun pour le rendre propre
à être employé par les Européens. Sans cette même teinture d'Alain, il boirait notre encre. La consommation de papier est si grande à la Chine qu'il n'est pas étonnant qu'on en fabrique de toutes sortes d'espèces. Outre la quantité surprenante dont il faut pourvoir les lettrés et les étudiants qui sont presque sans nombre et fournir les boutiques des marchands, il n'est pas concevable combien il s'en consomme dans les maisons des particuliers. Un côté des chambres n'est que fenêtres avec des châssis de papier. Sur le reste des murailles, qui sont enduites de chaux, on colle du papier blanc et par là on les conserve blanches et unies. Le plafond consiste en un châssis garni de papier sur lequel on trace divers ornements. Si l'on dit avec raison qu'on voit briller les appartements chinois de ce beau vernis, que nous admirons en Europe, il est également vrai que dans la plupart des maisons, on n'aperçoit que du papier. Les ouvriers chinois ont le talent de le coller très proprement. Nous observerons que les morceaux de bambou qu'on a fait bouillir dans l'eau de chaux reçoivent aisément à la presse différentes empreintes et les conservent, ainsi que les morceaux de buis dont nous faisons en France des tabatières. Nous avons maintenant la chance d'accueillir Jean-Pierre Drège, éminent sinologue et directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études au sein du Centre de recherche sur les civilisations de l'Asie orientale. Parmi de nombreuses contributions, nous notons son ouvrage « Le papier dans la Chine impériale », vous allez en parler, publié aux éditions des Belles Lettres en 2017. Avec Jean-Pierre Drège, nous remontons aux origines du papier en Chine avant de suivre sa diffusion en Asie jusqu'au Moyen-Orient. Merci beaucoup, Monsieur Drège, d'avoir accepté notre invitation et c'est maintenant avec grand plaisir que nous vous écoutons. Je voudrais d'abord remercier la Fondation d'entreprise Hermès de m'avoir invité à vous parler des origines du papier et de l'expansion, enfin de la diffusion du papier jusqu'au Proche-Orient. Ce sont maintenant des fragments de papier dont je vais vous parler. Mais je voudrais d'abord dire que si l'on cherche à rapprocher le papier des autres thèmes, je donne le sommaire quand même, des autres thèmes abordés précédemment par l'Académie des savoir-faire, le seul qui d'une certaine façon lui est proche, c'est celui des textiles, et plus particulièrement la soie. Comme on va le voir, le papier est en effet d'abord un parent pauvre de la soie, qui est un produit de luxe auquel il se mesure, qu'il concurrence, jusqu'à se substituer à lui, tout en servant à nombre d'usages quotidiens. L'histoire du papier est une longue histoire, donc, qui commence en Chine il y a plus de 2000 ans. Et si cette histoire est beaucoup moins l'objet de rêves, de fantasmes et de légendes que la route de la soie, dont on a beaucoup parlé et qui est devenue un thème de voyage touristique, les routes du papier ont certainement eu une importance aussi grande que la route de la soie dans les contacts entre civilisations de l'Eurasie. Nous allons aborder l'histoire du papier en Chine depuis son origine, mais auparavant, je voudrais rappeler que ce produit de l'industrie humaine ne se limite pas au monde savant en tant que support de l'écrit, manuscrit d'abord, puis imprimé. L'histoire du papier est généralement envisagée par les historiens à travers un filtre qui est celui du livre et de l'écrit. Et pourtant, le papier a connu d'autres usages, sans doute aussi importants, dont je vais vous montrer ici quelques exemples, en ce qui concerne surtout la Chine. Les usages les plus valorisés, ce sont les livres manuscrits, comme les livres en forme de rouleau, comme celui-ci. C'est un rouleau d'une seule feuille, mais les rouleaux peuvent atteindre au moins 25 ou 30 feuilles, peut-être même plus. Donc, rouleau, ou bien encore, là il s'agit donc d'un rouleau écrit au Xe siècle. Et ici, un sutra bouddhique. Et ici, donc, un livre en accordéon, donc, qui est en chinois et en tibétain et qui date aussi du Xe siècle. Ce sont aussi les livres imprimés, évidemment. Ici, une page d'un livre imprimé en xylographie au XIIe siècle. Ce sont aussi des pièces administratives, comme ce fragment d'un recensement, rédigé en 947.
Donc pièce administrative dont on a peine à imaginer l'importance dans une civilisation aussi bureaucratique que celle de la Chine. Il ne faut pas oublier parmi ces usages du papier aussi les papiers-monnaies qui ont existé en Chine à partir du IXe siècle. Ici, celui-ci est plus tardif, il est du XIIe aussi. Plus encore, car employés déjà auparavant, et cela jusqu'à nos jours, il faut signaler les monnaies d'offrande. Alors, excusez-moi, voilà, les monnaies d'offrande, comme celle-ci, ce sont des monnaies donc en papier que l'on brûlait pour sacrifier aux esprits et aux divinités. À Hong Kong, on offrait encore il y a peu des substituts à ces monnaies, comme par exemple ces billets de banque factices que l'on faisait brûler, ou bien les prolongements même de ces types de monnaies, à savoir des cartes de crédit, des montres Rolex, et même des billets d'avion ou des passeports pour l'enfer. Il faut par ailleurs citer, parmi d'autres usages, les cartes à jouer, qui existent en Chine depuis probablement le IXe siècle. On peut parler aussi des papiers de rembourrage, notamment pour les vêtements, ou d'ornements, notamment funéraires ou liturgiques, comme des diadèmes, comme celui-ci, qui était plutôt un diadème, je pense, qui devait être posé sur la tête d'une statue, plutôt que d'un officiant. Des chaussures funéraires aussi, trouvées dans des tombes. On peut parler encore comme usage des armures, qui sont une sorte de cotte de maille, mais en papier, des couvertures, des paravents, des cloisons. Alors ici, il s'agit plutôt d'une maison japonaise, mais enfin, en Chine, on utilisait aussi le papier pour des cloisons, pour des fenêtres, des ombrelles, des éventails, du papier de toilette, il ne faut pas oublier, et aussi des papiers d'ornement, comme des papiers pliés, comme cet origami japonais qui est du XXe siècle, des papiers pliés, découpés ou décorés. Alors il s'agit, on remonte dans le temps, ici de fleurs en papier, donc découpées et décorées, qui datent du Xe siècle. Si certaines de ces formes d'expression n'ont pas vraiment gagné l'Occident et se sont limitées aux pays sinisés, d'autres ont été adoptées depuis longtemps ailleurs. Donc je passe au début du papier. Donc, la tradition attribue à Tsai Lun, chef des ateliers impériaux de l'empire des Han, l'invention du papier en 105 de notre ère. Tsai Lun était un eunuque qui assurait la direction des ateliers impériaux, un organisme qui encadrait la fabrication des armes, du mobilier et qui participait au développement des techniques et des savoir-faire. Sa biographie, dans une des histoires officielles, rapporte qu'il a eu l'idée de se servir d'écorce, de brins de chanvre, de toiles usagées et de filets de pêche pour fabriquer du papier. Il présenta son invention à l'empereur et dès lors, le papier s'est imposé partout dans l'Empire. Bon, ici, donc, vous avez une image populaire de Nouvel An, enfin une photo en noir et blanc, représentant Tsai Lun comme patron des papetiers, et à droite, donc, une statue de ce personnage qui s'est installé à Leiyang, qui est donc le lieu de naissance de ce haut fonctionnaire. Les premiers livres chinois étaient alors ou bien en soie, ou bien en bois, ou encore en bambou. Quand je parle de livres, il ne s'agit pas des premiers écrits qui, en Chine, ont été plutôt sur carapace de tortue ou sur omoplate de bovidé, mais de supports qui permettent l'inscription de textes relativement longs, ce qui n'était pas le cas, évidemment, des supports oraculaires utilisés pour la divination que vous pouvez voir à l'écran. Les premiers livres connus en Chine remontent donc au 5e siècle avant l'ère commune. On ignore quel fut le premier des supports du livre, la tablette de bois, le rouleau de bambou ou la pièce de soie. Je n'entrerai pas dans le détail de ces formes de livres, qu'il suffise de dire que les tablettes de bois, comme vous avez ici à gauche, peuvent être un peu comparées dans leur utilisation aux tablettes d'argile connues au Moyen-Orient, que les lattes de bambou ou de bois, donc lattes de bambou que vous avez à droite ici, sont parfois très longues et très minces, guère plus de 2 cm de largeur, que ces lattes donc étaient roulées, assemblées et roulées, et que les pièces de soie
comme celle-ci, qui est un morceau simplement, étaient tantôt roulés, tantôt pliés. Les inconvénients majeurs soulignés par les historiens de l'Antiquité et auxquels voulait remédier Tsaïloun étaient le coût élevé de production de la soie et le poids des rouleaux de bois. Chacun sait le temps nécessaire à obtenir de la soie, à partir des cocons de verre qu'il faut nourrir de feuilles de mûrier, puis des fils qu'il faut tisser, et par conséquent le prix à payer pour un tel produit. On peut imaginer aussi les difficultés auxquelles pouvait être confronté un lecteur devant consulter des rouleaux de bois ou de bambou, hauts parfois de 50 cm et plus, et composés de plusieurs dizaines de lattes. On raconte que le premier empereur de Chine brassait l'équivalent de près de 30 kg de dossiers chaque jour. Le papier, par sa légèreté, sa souplesse, son prix mesuré, dû à une matière première bon marché, allait supplanter efficacement les anciens supports. Pourtant, cette révolution, qui allait ravir le monde entier, devait mettre du temps avant de conquérir la Chine et plus encore avant de se transmettre jusqu'en Europe. Pour en arriver là, il nous faut revenir d'abord au moment de l'invention de ce nouveau matériau. L'attribution à Tsaïloun de l'invention du papier tient à ce qu'une nouvelle technologie ou un produit nouveau d'importance soit considéré comme étant le fruit d'un inventeur unique. Mais on peut supposer que ce n'est pas nécessairement un haut fonctionnaire chinois qui a inventé de ses propres mains une nouvelle technologie. Cette question du nom et de l'époque de l'inventeur du papier a son importance dans la mesure où la date de l'apparition du papier en Chine a été remise en cause, il y a maintenant une soixantaine d'années. En 1957, dans une tombe de la banlieue de l'ancienne capitale de la Chine, l'actuelle Xi'an, à Baqiao précisément, a été découvert ce qui paraissait être des fragments de papier. La tombe a été datée par les archéologues du règne de l'empereur Wu des Han, c'est-à-dire entre 140 et 87 avant notre ère. Cela impliquait l'existence du papier au moins 2 siècles plus tôt que ce que l'on croyait. Cette découverte provoqua une controverse qui a duré plusieurs dizaines d'années. Ce débat, en fait, tient à la nature même du papier et à ses usages, à sa définition et même à sa désignation. Qu'est-ce donc que le papier? Comment peut-on le définir? On peut considérer qu'il s'agit d'une matière faite de fibres cellulosiques mises en suspension dans l'eau et étalées sur une surface plane, ou bien encore qu'il s'agit d'une matière se présentant en feuilles minces et sèches, composées de fibres ou de morceaux de fibres adhérant les unes aux autres. Cela ne dit rien quant à la matière première, la nature même des fibres dont on sait qu'elles peuvent être très diverses. En Chine, ce sont d'abord du chanvre et des plantes assimilées, la ramie ou le jute. C'est peut-être aussi du mûrier à papier, du mûrier blanc, du rotin, du bambou, de la paille de céréales. Donc ici, vous avez 2 images de chanvre et de mûrier. À ce propos, je souligne ici que ce que l'on a appelé couramment papier de riz en Europe, donc le papier de riz qui est une matière dont on s'est servi en Chine au XIXe siècle pour la production d'aquarelles qui était destinée à inonder les pays d'Occident, donc ce papier de riz en fait n'est pas du papier fait de paille de riz, mais il est fait avec du Tetrapanax papyrifère ou l'Aralia à papier, une plante du sud de la Chine dont on utilise la moelle à peu près telle qu'elle, sans transformation. Je ferme cette parenthèse. Pour en revenir à la controverse, donc si j'ai mis une photo d'un tétrapanax, bon. Pour en revenir à la controverse concernant l'invention du papier, celle-ci a été alimentée par plusieurs découvertes de fragments de papier depuis 1957. À plusieurs reprises, les fouilles archéologiques ont mis au jour des morceaux de papier enfouis dans des tombes ou des ruines. C'est surtout dans les années 1970 et 1980 qu'ont été trouvés de nouveaux indices d'une datation ancienne de la fabrication du papier. On compte 6 découvertes entre 1973 et 1990. Presque toutes ces découvertes se situent au nord de la Chine. En fait, vous avez le lieu de l'ancienne capitale, donc qui est actuellement Xi'an, mais qu'on a appelé autrefois Chang'an, qui est donc dans la province du Shanxi. Baqiao se trouve à proximité.
Et puis, en fait, la plupart des découvertes se situent plutôt de fragments de papier anciens, se situent plutôt dans nord-ouest de cette province du Gansu, donc près de Dunhuang, dont je reparlerai tout à l'heure. Après, je vous reparlerai aussi de cette région dite autonome du Xinjiang, où on a trouvé aussi pas mal de documents. Cette région de Dunhuang est une région plutôt désertique qui, par sa sécheresse, a favorisé la conservation des documents sur papier. Les fragments découverts ont été datés par les archéologues d'une période allant du IIe siècle avant notre ère au 1er siècle de notre ère. Plus récemment, on a encore trouvé en 2005 un fragment de papier, mais cette fois en Mongolie, fruit du travail d'une équipe archéologique franco-mongole. Il est datable du tout début de l'ère commune. Si certains des fragments de papier découverts ailleurs ont été retrouvés à proximité de planchettes de bois inscrites et même d'un pinceau, seuls 2 fragments portent des inscriptions. L'un a été retrouvé à Fangmatan, donc celui de gauche, et l'autre à Xuanxuan, en 1986 et 1990 respectivement. Le premier fragment, qui mesure 5,6 sur 2,6 cm, a été daté du milieu du IIe siècle avant notre ère. Il s'agit d'un fragment de carte géographique montrant le tracé de rivières. Ce serait le plus ancien document sur papier inscrit. Le second, à peine plus grand, comporte 5 caractères chinois et peut être daté du 1er siècle avant notre ère. Ainsi, non seulement l'invention du papier remonterait jusqu'au IIe siècle avant l'ère commune, mais dès cette époque, ce matériau aurait pu recevoir l'écriture et le dessin, les 2 modes graphiques recourant aux mêmes instruments, le pinceau, l'encre et la pierre à encre. Les informations apportées par l'archéologie chinoise ont généralement été admises sans contestation par les chercheurs occidentaux. Il n'en a pas été de même en Chine, où se développa une vive polémique entre les spécialistes du papier. Au fur et à mesure que de nouvelles trouvailles enrichissaient le groupe de vieux papiers, celles-ci nourrissaient le débat. La découverte de Baxiao, annoncée dès 1957, n'a été analysée et expliquée que quelques années plus tard par l'historien des techniques Pan Tixing, le meilleur spécialiste de l'histoire du papier et de l'imprimerie en Chine. Les premiers articles datent que de 1964. Si la réaction à l'enthousiasme de Pan fut lente, c'est que le déclenchement de la grande révolution culturelle prolétarienne avait lieu en 1966 et que pendant près de 10 ans, la presque totalité des publications avait cessé, à l'exception des œuvres du président Mao et de périodiques de propagande. C'est donc surtout au cours de la période qui a suivi la fin de la révolution culturelle et la mort de Mao Zedong en 1976 que les avis se sont exprimés plus avant. Pan Tixing, historien des sciences, soutient de son côté que le papier de Baxiao est véritablement du papier. Mais d'autres spécialistes, appartenant à l'Institut du papier du ministère de l'Industrie légère, combattent vigoureusement cette opinion. Si les fragments de Baxiao semblent bien composés de fibres de chanvre et de ramie, les analystes sont en désaccord quant à la description des fibres elles-mêmes. Pour Pan Tixing, l'analyse microscopique, vous avez ici 2 images de mauvaise photographie, mais qui viennent d'un livre publié en 2009. L'analyse microscopique montre que les fibres semblent avoir été coupées. Pan constate encore un certain degré de fibrillation qui prouve que le chanvre a été battu et broyé. On remarque une dispersion des fibres, signe d'un travail de la matière première pour aboutir à du papier. Pour ses adversaires, Wang Tuihua et Li Yuhua, il en va autrement. Les fibres ne paraissent pas avoir été coupées, on ne perçoit aucune fibrillation et par là aucun traitement du chanvre qui permette de dire que l'on a affaire à ce que l'on entend habituellement par papier. Pour l'un, il s'agit d'un papier rudimentaire destiné à l'empaquetage, pour les autres d'un simple amas de fibres à l'état brut. On se demande d'ailleurs pour quel usage. Au fur et à mesure des nouvelles découvertes, les positions sont restées inchangées. Des considérations politiques sous-jacentes s'en sont mêlées. Le dogme de l'invention du papier par Tsai Lun était rassembleur, alors que sa mise en cause était considérée comme une source de troubles. En bref, on s'inquiétait que Tsai Lun soit privé de son invention. Cela peut paraître exagéré, voire ridicule,
Mais ce basculement pouvait avoir des conséquences. Mettre en doute l'invention du papier par Tsai Lun, c'était pour certains risquer de mettre en doute l'invention du papier par la Chine elle-même. Celle-ci n'a pourtant guère été contestée. Mais le papier devait nécessairement rester l'invention de Tsai Lun, célébré comme le saint patron des papetiers. Et pourtant, si Tsai Lun n'avait pas inventé le papier, probablement en avait-il favorisé la diffusion grâce à des techniques nouvelles qu'il avait préconisées. Mais sa notoriété est restée telle qu'il est toujours considéré comme l'inventeur du papier, notamment sur de nombreux sites du web. Avant de porter notre attention à la fabrication elle-même du papier, il reste à cerner les usages de ce matériau dans les premiers temps de son existence. Si l'on admet que son emploi comme support de l'écrit remonte au IIe siècle avant notre ère, il faut également se rendre compte que les autres supports déjà en usage ne devaient lui céder le pas que plusieurs siècles plus tard. C'est seulement au IVe siècle de notre ère que le papier remplace définitivement les autres supports de l'écrit au prix d'une lente conquête. Et encore, la soie demeure-t-elle un support de luxe pour les manuscrits et surtout pour la peinture. Pendant une longue période, le papier fut donc utilisé en concurrence avec le bambou et le bois et quantitativement, dans une moindre mesure avec la soie pour ce qui est de l'écrit et du dessin. Cela n'interdit pas les autres usages du papier, dont probablement la protection d'objets précieux. C'est certainement comme substitut aux étoffes que le papier a d'abord été utilisé. C'est peut-être dû aussi à l'importance attachée à la présentation et à la conservation des objets dans les sociétés extrême-asiatiques traditionnelles. Il n'est que de penser au rituel des cadeaux au Japon et aux multiples enveloppes, étuis, housses de toute nature dont on entourait les objets pour les garder comme pour les offrir. Je ne signalerai comme exemple que celle des pojagi coréens, ces pièces de tissu qui servaient encore récemment à couvrir, à ranger, à transporter des objets. Des protections exécutées parfois avec un soin si méticuleux et si habile qu'il en a fait de véritables œuvres d'art. Pour ce qui est des papiers chinois les plus anciens, ne portant pas d'inscription et qui ont été découverts auprès d'objets, il fallait bien leur trouver une raison d'être là. Et donc, quoi de plus simple que de penser à cette fonction d'emballage? Une découverte de papier un peu plus insolite a été faite en 2005, je l'ai signalé tout à l'heure. Cette découverte ne s'est pas faite en Chine proprement dite, mais en République de Mongolie, à Golmod, à environ 350 km de la capitale Ulan-Bator. Dans une nécropole de l'aristocratie Xiongnu, une confédération de populations nomades turco-mongoles qui se trouvait sur le territoire des actuelles Mongolies, la République de Mongolie, mais aussi la Mongolie intérieure, qui est donc une région appartenant à la République populaire de Chine. Donc, confédération de population mongole dont on a fait aussi les ancêtres des Huns. Donc, en Mongolie, on a découvert un char de fabrication chinoise qui a probablement été offert en cadeau à un chef Xiongnu. Ce char était muni d'un parasol. Donc, vous avez ici le char reconstitué. C'est un char de type chinois. Ce parasol était fait d'un mât en bois auquel étaient attachées 35 baleines, également en bois, au bout desquels se trouvaient des embouts en métal. Et ici, vous voyez le fragment de papier qui se trouve là et qui est blanc. C'est donc à l'intérieur d'un de ces embouts que l'on a trouvé un fragment de papier. Il n'a pas été possible, pour diverses raisons, de sortir le papier de l'embout, de sorte que les analyses morphologiques et scientifiques se sont limitées à un essai d'identification de ce fragment de matière non tissée en tant que papier véritable. Son utilisation n'était autre que de servir de calage pour la restauration d'une baleine cassée. La datation du char est estimée à partir d'un objet en laque inscrit qui a été trouvé dans la même sépulture, et cette date correspond à la période courant entre 16 et 13 avant notre ère. On a donc ici un témoignage indiquant que si le papier servait à l'écrit depuis déjà longtemps, on s'en servait également pour bien d'autres besoins, et peut-être même ne s'agissait-il pas ici de papier récupéré. En tout état de cause,
nous n'avons là pour toute cette période de l'Antiquité que des fragments et non des feuilles de papier. C'est pourquoi il est nécessaire, pour avancer un peu, d'essayer de retracer le procédé de fabrication des feuilles de papier et son évolution. Je reviendrai tout à l'heure sur les explications sur ces schémas, ces dessins. La feuille de papier n'est pas tout à fait, semble-t-il, la feuille normalisée que l'on connaît aujourd'hui. L'idée de norme n'est pas récente et on sait que les feuilles des rouleaux manuscrits suivaient des mesures relativement fixes, mais dans ces premiers temps, les mesures de la feuille sont celles de l'écran qui reçoit la pâte à papier et cet écran est à la mesure de l'écartement des bras de ceux qui fabriquent les feuilles, c'est-à-dire environ 40 à 50 cm. Pour fabriquer une feuille de papier, il faut une matière première, il faut de l'eau et un ensemble de procédures techniques. On a vu qu'il était prêté à Tsai-Lun, le patron des papetiers, d'avoir utilisé de l'écorce, des brins de chanvre, de la toile usagée et des filets de pêche. Dans l'ensemble, les fragments de papier qui ont été découverts par les archéologues ont été analysés comme faits de fibres de chanvre en totalité ou en majorité, y compris le fragment retrouvé dans une baleine de char qui semble mêler du lin à du chanvre, le Cannabis sativa. Mais contrairement au papier occidental, fait de lin, quand il est fait de lin ou de chanvre, le papier chinois n'est généralement pas fabriqué à partir de chiffons, mais à partir de matériaux plus ou moins bruts. Le mûrier à papier n'est mentionné, lui, qu'à partir de 105 de notre ère, en fait par Tsai-Lun. Mais c'est un type de papier qui est attesté en fait surtout à partir du IIIe siècle de notre ère. Parmi les autres plantes utilisées, on a évidemment le bambou. Vous avez ici une belle photo de bambou, mais pas avant le 8e siècle et surtout à partir du 10e. Toutefois, il faut remarquer que la matière première dépend de la région de fabrication. Là où pousse le bambou en abondance, dans les régions relativement humides et chaudes du sud de la Chine, c'est le bambou qui est privilégié. Là où le chanvre et le mûrier sont présents, ce sont plutôt ces plantes qui sont préférées. En ce qui concerne la préparation de la matière première et surtout la confection des feuilles de papier pour les périodes anciennes, on en est réduit à des conjectures. Celles-ci s'appuient en fait sur les pratiques héritées des temps anciens qui survivaient dans certains lieux un peu arriérés jusqu'au milieu du XXe siècle. Un Américain, Dard Hunter, a consacré sa vie à l'étude du papier en Chine, en Chine et dans d'autres pays d'Asie, dans les années 1930, il a réuni un grand nombre d'observations qui ont permis à ses successeurs de se faire une idée assez précise des étapes de la fabrication. L'historien des sciences Pan Tissing, que j'ai déjà cité, a fait de même dans certains endroits reculés de Chine, mais dans les années 1950. Les étapes, en gros, auraient été les suivantes. C'est d'abord le rouissage, c'est-à-dire la macération des matières premières, ce qui se faisait dans un trou d'eau, puis on déchiquetait les plantes et les drilles et on les mettait à tremper dans une fosse. On les lessivait et on les cuisait. La pâte, une fois prête, on confectionnait les feuilles avec une forme fixe. Cette forme fixe, donc, devait se réduire à une simple étoffe tendue sur un cadre de bois, comme on en utilisait encore il n'y a pas très longtemps au Népal et au Bhoutan, mais aussi en Chine d'ailleurs, dans certains endroits du sud de la Chine. La pâte était vraisemblablement déposée sur la forme et celle-ci placée à la surface de l'eau. C'est l'écoulement de l'eau qui régularisait l'étalement de la pâte. Par la suite, on se servit d'une forme mobile faite d'un écran séparable du cadre que l'on plongeait dans une cuve remplie de pâte étendue d'eau. La forme était alors remuée par un mouvement de va-et-vient et d'avant en arrière et aussi de gauche à droite. En fait, ça c'est une photo prise qui vient du Japon. Le mouvement de la forme, alors ici c'est une forme mobile, on voit en fait les deux, on voit en bas ici que le cadre est en deux parties. On voit ici les deux parties du cadre qui s'ouvrent, donc en fait, comme la forme est très grande, en fait elle est soutenue par deux fils qui sont attachés à des poulies à cause du poids. Le mouvement de la forme et le fait de la plonger dans l'eau renforçaient le brassage qui était pratiqué par intervalles pour maintenir la pâte en suspension.
Le mouvement permettait encore de répartir également la pâte sur la forme. Enfin, le mouvement favorisait l'enchevêtrement des fibres et le feutrage du papier qui sont parmi ses caractéristiques. L'eau s'étant écoulée de la forme, celle-ci était mise à sécher au soleil avec sa feuille de papier en formation. Il s'agit des formes fixes, bien sûr. Une fois sèche, la feuille était détachée de la forme. Enfin, pour faciliter la réception de l'écriture et le glissement du pinceau, les feuilles ont été polies avec de l'amidon et lissées avec une pierre. Il faut noter que l'usage de la forme mobile, détachable de son support, permet d'égoutter les feuilles et de les sécher sans que la forme soit immobilisée, tant que les feuilles ne sont pas sèches. Vous avez vu tout à l'heure que les feuilles qui étaient séchées sur leur forme, il fallait une forme par feuille, donc jusqu'à ce que la feuille soit sèche. Avec une forme mobile, on peut confectionner des feuilles de manière continue ou pratiquement continue avec une seule forme, et donc on peut faire ainsi plusieurs centaines de feuilles par jour. Pour les périodes plus récentes, les procédés de fabrication sont mieux connus, car quelques descriptions détaillées nous ont été laissées, notamment celle qui est donnée dans un ouvrage du XVIIe siècle, assez tardif, donc, l'exploitation des œuvres de la nature, le Tiangong Kaiwu de Song Ying-sing. Alors vous avez ici donc ce livre a l'avantage d'avoir été illustré, et donc on a quelques images, à peu près les seules d'ailleurs anciennes, qu'on ait de la fabrication du papier. Donc on y voit ici du papier de bambou, donc on y voit la coupe et le trempage des bambous, la cuisson des bambous, ensuite la confection des feuilles, donc avec une forme mobile qu'on voit ici et qu'on voit encore mieux à droite. On voit justement l'écran qui est séparé du cadre, et là on empile les feuilles les unes sur les autres. Ensuite, on les pressera. À la différence du papier occidental, où il est nécessaire de placer un feutre entre chaque feuille pour éviter qu'elles collent les unes aux autres, le papier chinois n'a pas besoin de feutre. Aux matériaux d'origine, c'était donc ajouté le bambou dans la Chine centrale et surtout méridionale, puis d'autres matières premières, dont le rotin, mais pas le coton, contrairement à ce que l'on a parfois avancé. J'en viens donc à la diffusion du papier. Après cette immersion prolongée dans la fabrication du papier, revenons-en à son usage privilégié, le support de l'écrit. Bien adapté aux usages chinois, le papier s'est répandu assez vite jusqu'aux confins du monde sinisé et d'abord vers l'ouest. C'est ce que prouvent les découvertes effectuées au début du XXe siècle à Dunhuang et Laolan. Donc vous avez toujours sur cette carte qui n'est pas très belle, donc la région de Dunhuang et ici Laolan. Donc Laolan est déjà dans la région du Xinjiang. Découvertes, alors les premières ont été faites par le Suédois Sven Hedin en 1900, puis ensuite d'autres découvertes ont été faites par des missions japonaises, allemandes, britanniques et françaises entre 1901 et 1914. Parmi de nombreux fragments manuscrits découverts, non loin de l'oasis de Dunhuang, donc à l'ouest de la province du Gansu, 3 fragments seulement sont écrits sur papier. Quant à Laolan, qui a été le lieu d'un royaume situé près du lac Lobnor, aujourd'hui desséché, Sven Hedin, là, y a découvert plusieurs centaines de pièces manuscrites, dont au moins 100 sur papier, le reste sur planchettes de bois. 4 de ces manuscrits portent des dates entre 252 et 310. Voilà, un des manuscrits. Quant aux fragments rapportés à Londres par l'archéologue Aurel Stein, parmi ces fragments donc, coexistent également des manuscrits sur bois et sur papier. Ce sont des pièces administratives, mais aussi des manuels scolaires, des fragments d'œuvres littéraires. Aucun de ces manuscrits sur papier n'est clairement daté, mais tous sont antérieurs aux années 330, lorsque Laolan a été totalement abandonné. Le problème essentiel avec les manuscrits sur papier n'est pas tellement de savoir où ils ont été copiés, ce qui nous donne c'est à partir de la copie qu'on détermine la date, mais en fait de savoir si le papier employé a été fabriqué sur le lieu de leur découverte
ou de leurs copies, ou bien importés de Chine centrale? La réponse est difficile. Elle l'est pour ces manuscrits dispersés, mais la réponse est aussi difficile pour d'autres manuscrits plus tardifs, tels que les manuscrits médiévaux de Dunhuang, un lot immense d'environ 50 000 pièces administratives, livres et fragments manuscrits qui ont été découverts en 1900 dans une grotte qui est restée murée pendant près de 9 siècles. Vous avez ici donc une photo de la falaise dans laquelle ont été creusées les grottes de Dunhuang à partir du IVe siècle, donc creusées jusqu'au Xe au moins. Le plus ancien donc des manuscrits trouvés dans une des grottes est une copie en fait datée de 406 et le manuscrit le plus tardif date de 1002. Alors vous voyez à droite une photographie du sinologue Paul Pelliot qui est dans une des grottes et en train d'examiner et de trier les manuscrits que vous voyez derrière, qui sont tout en désordre. Et donc il a en 1908, donc c'est une photo prise en 1908, et Pelliot a donc acheté plusieurs milliers, peut-être 4 ou 5 000 manuscrits en chinois et en tibétain essentiellement, mais aussi dans d'autres langues, qu'il a ramenés à Paris, ou qu'il a fait ramener à Paris, et qui sont conservés à la Bibliothèque nationale. Mais il se trouvait aussi dans cette grotte un certain nombre de peintures, essentiellement sur soie et sur chanvre, mais aussi quelques-unes sur papier, qui sont conservées ici au musée Guimet. Tous ces manuscrits, les manuscrits de cette grotte, n'ont pas, cela est sûr, été écrits dans la région de Dunhuang. Certains viennent de Chang'an, la capitale de la Chine, entre le 7e et le 10e siècle. On le sait par la copie, le lieu de copie est parfois inscrit sur les manuscrits. D'autres viennent de Chine méridionale, d'autres encore du royaume de Khotan, qui se trouve au sud-ouest du désert du Taklamakan. Si, dès le 5e siècle, la copie de textes bouddhiques est attestée à Dunhuang même, la fabrication du papier ne l'est pas clairement. Cependant, dans les premières années du 6e siècle, fonctionnait à Dunhuang un atelier de copie qui a produit des manuscrits bouddhiques en abondance, et on peut penser que le papier employé dans cet atelier était fabriqué sur place ou à proximité, ne serait-ce que parce qu'il présente des différences morphologiques notables avec ceux de manuscrits qui viennent de Chine méridionale ou centrale. À ce stade de la diffusion du papier, il semble permis de tirer 2 conclusions provisoires. D'une part, le papier inscrit ou non voyage. D'autre part, sa technique de fabrication paraît s'être propagée dans le monde sinisé dès les 3e et 4e siècles. Le papier a sans doute été exporté vers la Corée vers le 3e siècle et fabriqué sur place peu après. Au Japon, la technologie du papier n'a probablement été introduite qu'au début du 7e siècle. Il est vraisemblable également que le papier a été exporté dès le 3e siècle vers le nord du Vietnam, alors sous profonde influence chinoise. En ce qui concerne l'Inde et le Tibet, la conquête du papier fut plus lente. Les échanges culturels entre l'Inde et la Chine, qui ont marqué les premiers siècles de l'ère chrétienne, surtout avec l'introduction du bouddhisme en Chine, n'ont pas affecté tout de suite le papier et sa technologie. Il est vrai que les relations se sont traduites par un mouvement de l'Inde vers la Chine et non l'inverse. Ce furent d'abord des marchands et des réfugiés d'Asie centrale qui sont venus répandre la religion bouddhique jusqu'en Chine centrale. Un peu plus tard, les pèlerins chinois qui ont pris le chemin de l'Inde sont revenus chargés de textes bouddhiques, mais ces textes étaient écrits surtout sur feuilles de palmier. Les pèlerins chinois qui se rendaient en Inde n'y mentionnent pas l'usage du papier avant la fin du 7e siècle. La lenteur de la diffusion de la technologie papetière, relative vers l'Est ou le Sud-Est, ne fut pas moindre vers l'Asie centrale. En cela, la diffusion du papier ne diffère pas sensiblement de celle de la soie. Si la soie de Chine a été connue plus tôt de l'Occident romain, dès le 1er siècle de l'ère chrétienne, ses méthodes de fabrication ne l'ont été qu'au 6e siècle. Comme pour la soie, on raconte que les procédés de fabrication du papier étaient tenus secrets. Il est de tradition d'affirmer que ce secret de fabrication ne fut connu des Arabes qu'après la bataille d'Al-Atlaq, près de Talas, dans l'actuel Kirghizistan, en 751, lorsque les Arabes et leurs alliés
ont vaincu le général sino-coréen Gao Xianzhi. Les prisonniers chinois auraient alors transmis le secret. Cette tradition est rapportée par des sources arabes, en particulier par Abu Mansour al-Talibi. Je vous ai mis quelques noms. Un auteur persan qui écrivait en arabe, mais seulement donc il a écrit ce qu'il a écrit ne date que du XIe siècle. Cette transmission du secret de la fabrication du papier par des prisonniers chinois a été également relatée par un autre persan, Tamim ibn Bar, au IXe siècle, dans un récit de voyage chez les Turcs ouïghours de l'Asie centrale. Mais les sources chinoises sont muettes sur le sujet. Elles rapportent bien la bataille d'Al-Atlaq, mais rien quant au papier. De surcroît, un prisonnier chinois qui fut emmené jusqu'à Koufa, la première capitale abbasside, donc en Irak, en actuel Irak, au sud de Bagdad, il est rentré en Chine par mer en 762. Il mentionne la présence de tisseurs, d'orfèvres et de peintres chinois, mais pas de papetiers. On sait toutefois que la région de Samarcande a connu le papier avant le milieu du 8e siècle. S'il existait un obstacle naturel formé par la chaîne des Pamirs, celui-ci n'empêchait pas le passage des routes caravanières, ni n'interdisait les relations commerciales et diplomatiques entre la Sogdiane, c'est-à-dire la région de Samarcande, et l'Empire chinois. La découverte de près de 80 manuscrits sur le mont Mough, à l'est de Samarcande, au Tadjikistan, donc le mont Samarcande est en Ouzbékistan, mais le mont Mough est au Tadjikistan. Donc cette découverte en 1932 a permis justement de confirmer cette présence du papier chinois dans la région. 20 de ces documents sont écrits sur papier, dont 3 en chinois. Le reste est écrit en sogdien. Les autres manuscrits sont écrits sur bois ou sur parchemin. Tous peuvent être datés du début du 8e siècle, avant 722. Il est probable que le papier employé a été importé de Chine, certains manuscrits étant d'ailleurs réemployés. D'autres indices confirment l'exportation de papier chinois vers l'Asie centrale et le Moyen-Orient. Par exemple, l'importation de papier chinois à Samarcande est mentionnée vers le milieu du 7e siècle par un auteur arabe, Al-Farisi, qui a vécu au Xe siècle. On peut en conclure que le papier était connu avant 751 à Samarcande. De là à supposer que le papier y a été fabriqué avant cette date, ce n'est pas impossible, mais rien jusqu'à ce jour ne le confirme précisément. Si le papier n'était pas encore fabriqué dans le monde conquis par les Arabes au milieu du 8e siècle, ce n'est pas pour autant qu'il n'y était pas employé, mais c'était du papier chinois. Certains auteurs prétendent même qu'on l'a utilisé à la Mecque ou en Arabie dès la première moitié du 7e siècle. Selon le livre des animaux, le Kitab al-Hayawan d'Al-Jaziz, mort en 867, un faux prophète, Moussaïlima, mort en 632, avait tenté de faire croire à une apparition en fabriquant un cerf-volant avec du papier chinois. Il l'avait lancé dans le ciel pendant la nuit pour que les gens ne voient pas la ficelle qu'il maintenait attachée. Belle histoire. C'est peut-être vers la fin du 8e siècle qu'apparaissent les premiers moulins à papier dans l'empire dominé par les Arabes. Ils produisent ce qu'on appelle le papier de Samarcande. Ici, je ne vous ai pas dit, mais c'était évidemment un manuscrit en sogdien, écrit en sogdien. Bon. Avec l'essor fulgurant de l'islam, le papier et ses principes de fabrication se répandent. Cette diffusion profite du développement des institutions politiques et sociales de l'État abbasside qui s'étend jusqu'à l'actuelle Libye. Car si le papier sert à la copie des manuscrits, il sert probablement surtout à l'administration et aux actes de la vie sociale, c'est-à-dire aux formes d'écrits les plus courantes et les plus nombreuses. Les actes de la vie privée, les contrats, correspondances, comptabilité, billets, carnets, sans oublier le rôle du papier dans les emballages. Dans les bureaux officiels, la quasi-impossibilité de gratter le papier ou de le laver sans laisser de traces a été un argument de poids en faveur de son adoption. L'authenticité des actes était ainsi facilitée. De plus, la rapidité de développement de l'administration islamique avait entraîné un accroissement subi de documents et transcriptions d'actes administratifs qui s'est traduit par une demande croissante de parchemin et de ce fait par un manque auquel l'usage de papier a permis de remédier. Le papier de Samarcande resta d'abord le papier le plus prisé. Il était apparemment semblable au papier chinois, ne serait-ce que parce qu'il fut probablement pendant un certain temps fabriqué par des ouvriers chinois.
L'une des différences entre les deux types de papier a été notée par un libraire qui a vécu au Xe siècle, Ibn al-Nadim. Celui-ci est l'auteur d'une sorte de catalogue des livres existants, appelé le Kitab al-Firist, dans lequel il distingue le papier de Chine, fait de hashish, donc d'herbe, c'est-à-dire vraisemblablement de chanvre. Il le distingue donc du papier du Khorasan, c'est-à-dire de la région de Samarcande, qui est fait de lin. En réalité, comme on l'a vu, le papier chinois était fait de chanvre, mais aussi de lin ou de plusieurs sortes de mûriers. L'exportation de la technique de fabrication se traduit par au moins une modification importante. C'est peut-être à Samarcande que l'on s'est mis à substituer aux plantes utilisées comme matière première un produit transformé, à savoir des chiffons. Les recettes de fabrication du papier arabe, assez postérieures, montrent que l'on utilisait encore fréquemment de vieux cordages comme matière première. L'étape suivante de la fabrication du papier fut Bagdad, la nouvelle capitale des Abbassides qui succédait en 750 aux Omeyyades qui, eux, avaient eu leur capitale à Damas. Le papier y aurait été fabriqué dès la fin du 8e siècle, après qu'un calife eût observé des moulins à papier près de Samarcande, mais cela n'est pas sûr. Au début du 9e siècle, il fut recommandé de substituer le papier au parchemin pour les actes administratifs. Les bureaux du califat manquaient de parchemin. Il est probable qu'un marché au papier existait dans les années 830 à Bagdad. La diffusion du papier profita de l'essor de la production littéraire et scientifique. Mais ce transfert de la technologie papetière de Samarcande vers Bagdad, puis vers l'Égypte, n'est peut-être pas aussi rapide que l'adoption du papier dans ses divers usages. C'est l'expansion musulmane qui a donc imposé le papier comme support privilégié de l'écrit au détriment du parchemin, mais aussi du papyrus. Des témoignages datant du Xe siècle marquent l'importance prise par le papier comme support de l'écrit dans le monde islamique. À Bagdad, la fabrication du papier avait acquis une grande réputation. En Égypte, où l'utilisation du papyrus s'était mise à décliner au profit du papier, on possède des témoignages plus manifestes que les seules notations qui parsèment certains ouvrages. Ce sont notamment les manuscrits de la collection de l'archiduc Régnier d'Autriche, qui contient plus de 10 000 papyrus et des milliers de fragments de papier, découverts pour la plupart à Ashmounaïn, dans la vallée du Nil, à peu près à mi-chemin entre le Caire et Luxor, vers la fin du XIXe siècle. La production importante du lin favorisa certainement l'accroissement de la production du papier sur place. On dit que les Bédouins récupéraient parfois les bandes de lin qui enveloppaient les momies pour les revendre aux fabricants de papier. On sait que nombre de ces papiers étaient fabriqués en Égypte même et qu'il ne s'agissait pas d'importation parce que la mention de la fabrication en Égypte est parfois inscrite sur le papier lui-même. Le plus ancien manuscrit est en fait un livre des termes rares. Alors, attendez, c'est celui-ci, je crois. Un livre des termes rares, qui est daté de 867, c'est ça. Une découverte importante dans la deuxième moitié du XIXe siècle est représentée encore par l'énorme collection de manuscrits de la Guéniza du Caire, du vieux Caire, Fustat. Plusieurs centaines de milliers, parfois on parle de 200 000, parfois 400 000, ce qui est quand même une énorme différence. Bon, c'était un dépôt de manuscrits et de livres, de contes, qui étaient attachés à la synagogue Ben Ezra, donc manuscrits qui vont du 9e au 19e siècle. On y trouve dans cet ensemble des archives sur papier en hébreu et en arabe qui peuvent remonter jusqu'au 9e siècle. Vous avez ici une photo à gauche du découvreur de des manuscrits de la Guéniza du Caire dans son bureau de Cambridge, donc en 1895. Et à droite, donc, un fragment d'un manuscrit sur papier en hébreu qui date de 840, probablement un des plus anciens. La fabrication du papier avait gagné l'Égypte, mais aussi la Syrie, où sa fabrication s'est développée. Le papier est devenu un bien d'exportation vers l'Occident, qui a été connu en Occident sous le nom de Carta Damascena, c'est-à-dire papier de Damas. Mais dès lors, c'est un autre chapitre de l'histoire du papier qui s'ouvre et qui fera l'objet de la prochaine matinale des fondamentaux, à savoir celle du papier occidental qu'évoquera Pierre-Marc de Biasy. Pour en terminer,
je voudrais juste vous proposer une ultime illustration qui fait ressurgir le papier comme support de l'écrit, élément essentiel de la culture lettrée ancienne. Ici, sur ce que vous voyez, le papier est devenu le matériau de sculptures étirables, constituées de milliers de feuilles de papier partiellement collées les unes aux autres. Elles peuvent provenir de livres tels que des manuels scolaires de notre époque. C'est le cas de l'image de gauche. Vous voyez donc ce qui ressemble à une statuette d'un écolier et derrière une pile de manuels scolaires. On est passé ainsi du papier d'emballage au papier comme support de l'écrit ou de la peinture et maintenant au papier sculpté. En fait, ce sont des sculptures sur papier. Ici, le papier n'est plus au service d'objets à protéger, ni même au service de l'écriture et de la peinture chinoise. Il constitue lui-même l'objet que travaille l'artiste, et cela sans avoir à quitter la Chine. Il s'agit donc ici de sculptures sur papier, comme je vous l'ai dit, et donc en fait, la sculpture est faite de milliers de feuilles de papier, parfois 5000 ou 6000. Donc, par exemple, là, vous avez les manuels scolaires à gauche, et dans lesquels, ou semblables à ceux dans lesquels on a empilé, donc ils sont les uns sur les autres, ils ont été sculptés. Mais en fait, ces sculptures sont étirables. Comme vous voyez à droite, il s'agit l'homme cultivé, en fait, et de la taille d'un humain. Mais en fait, là, on étire les feuilles, elles sont partiellement collées, mais en fait, on peut les étirer comme ça, comme un accordéon. Et donc, c'est ce que l'artiste a fait ici pour la présentation. Il a étiré les jambes, les bras et même la tête, vous pouvez voir, qui est complètement étirée. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil. Je vous remercie. Il y eut donc un jour, dans mon cabinet, une vive discussion sur les ingrédients dont on se sert en Chine pour fabriquer le papier. Là, grâce aux matières premières, la papeterie a, dès son origine, atteint une perfection qui manque à la nôtre. On s'occupait alors beaucoup du papier de Chine, que sa légèreté, sa finesse rendent bien supérieures aux nôtres, car ses précieuses qualités ne l'empêchent pas d'être consistant. Et quelque mince qu'il soit, il n'offre aucune transparence. Un correcteur très instruit, à Paris, il se rencontre des savants parmi les correcteurs. Fourier et Pierre Leroux sont en ce moment même correcteurs chez La Chevardière. Donc, le comte de Saint-Simon, correcteur pour le moment, vint nous voir au milieu de la discussion. Il nous dit alors que, selon Kempfer et Duhalde, le Broussonatia fournissait aux Chinois la matière de leur papier tout végétal, comme le nôtre d'ailleurs. Un autre correcteur soutint que le papier de Chine se fabriquait principalement avec une matière animale, avec la soie, si abondante en Chine. Un pari se fit devant moi. Comme monsieur et madame Didot sont les imprimeurs de l'Institut, naturellement, le débat fut soumis à ses membres, aux membres de l'Assemblée de ces savants. Monsieur Marcel, ancien directeur de l'imprimerie impériale, désigné comme arbitre, renvoya les deux correcteurs par devant monsieur l'abbé Grosier, bibliothécaire à l'Arsenal. Au jugement de l'abbé Grosier, les correcteurs perdirent tout de leur pari. Le papier de Chine ne se fabrique ni avec de la soie, ni avec le Broussonatia. Sa pâte provient des fibres du bambou trituré. L'abbé Grosier possédait un livre chinois, ouvrage à la fois iconographique et technologique où se trouvaient de nombreuses figures représentant la fabrication du papier dans toutes ses phases. Et il nous montra les tiges de bambou peintes en tas dans le coin d'un atelier à papier supérieurement dessiné. Quand Lucien m'a dit que votre père, par une sorte d'intuition particulière aux hommes de talent, avait entrevu le moyen de remplacer les débris du linge par une matière végétale excessivement connue, immédiatement prise à la production territoriale, comme font les Chinois en se servant des tiges fibreuses, j'ai classé tous les essais tentés par mes prédécesseurs et je me suis mis enfin à étudier la question. Le bambou est un roseau. J'ai naturellement pensé au roseau de notre pays. La main-d'œuvre n'est rien en Chine. Une journée y vaut 3 sous. Aussi,
Les Chinois peuvent-ils, au sortir de la forme, appliquer leur papier feuille à feuille entre des tables de porcelaine blanche chauffées, au moyen desquelles ils le pressent et lui donnent ce lustre, cette consistance, cette légèreté, cette douceur de satin qui en font le premier papier du monde? Eh bien, il faut remplacer les procédés du chinois au moyen de quelques machines. On arrive par des machines à résoudre le problème du bon marché que procure à la Chine le bas prix de sa main-d'œuvre. Si nous parvenions à fabriquer à bas prix du papier d'une qualité semblable à celui de la Chine, nous diminuerions de plus de moitié le poids et l'épaisseur des livres. Un Voltaire relié qui, sur nos papiers vélins, pèse 250 livres, n'en pèserait pas 50 sur papier en Chine. Et voilà certes une conquête. L'emplacement nécessaire aux bibliothèques sera une question de plus en plus difficile à résoudre, à une époque où le rapetissement général des choses et des hommes atteint tout jusqu'à leur habitation. Le papier est, nous dit-on, une invention des Chinois. Toujours est-il que nous n'éprouvons à l'égard du papier d'Occident d'autres impressions que d'avoir affaire à une matière strictement utilitaire. Cependant qu'il nous suffit de voir la texture d'un papier de Chine ou du Japon pour sentir une sorte de tiédeur qui nous met le cœur à l'aise. À blancheur égale, celle d'un papier d'Occident diffère par nature de celle d'un haut chaud ou d'un papier blanc de Chine. Les rayons lumineux semblent rebondir à la surface du papier d'Occident, alors que celle du haut chaud ou du papier de Chine, pareille à la surface dufteuse de la première neige, les absorbe mollement. De plus, agréable au toucher, nos papiers se plient et se froissent sans bruit. Le contact en est doux et légèrement humide, comme d'une feuille d'arbre. Nous retrouvons maintenant Valentine Dubar, qui est conservatrice restauratrice au Musée des Arts Décoratifs à Paris, MAD. Suite à de nombreux échanges et voyages au Japon, Valentine vient juste de diriger un formidable abécédaire du papier, que j'ai eu la chance d'avoir aussi, aux éditions Pyramide. Je me permets d'en faire l'article, il est vraiment extraordinaire, si vous voulez en savoir plus sur une infinité de curiosités du papier. Merci Valentine de nous faire voyager ce matin dans le monde des papiers japonais. Juste après la conférence de Valentine, nous projetterons un film sur la fabrication du papier washi au Japon, tourné au sein des ateliers Kurotani, dans la préfecture de Kyoto. Merci beaucoup. Je vais vous emmener en promenade, une promenade dans l'univers des papiers. Et comme dans toutes les promenades, il y a des chemins. Ces chemins, j'ai dû les choisir. Et ce choix, vous verrez, c'est aussi celui de m'arrêter pour nous donner le temps de pousser un peu plus loin, d'explorer, puis de revenir sur nos pas pour emprunter un autre chemin. J'ai fait le choix d'ouvrir des pistes, quitte à ne vous en donner que des aperçus, quitte à simplifier, alors que cet univers que nous allons parcourir ensemble est riche et vaste. Ces simplifications ne reflètent pas les multiples façons de concevoir, de mettre en œuvre, de répondre à des besoins. Elles n'illustrent pas non plus comment les papiers, leur fabrication, leur utilisation se sont adaptés à des situations socio-économiques, culturelles, à des géographies au fil des ans. C'est une promenade non exhaustive entre la France et le Japon, entre hier et aujourd'hui, au rythme de l'homme, au rythme de la machine, une promenade faite de choix qui, j'espère, vous donneront l'envie de poursuivre. Avant de partir, il faut nous équiper. Ce léger bagage que je vais vous donner va nous permettre de partager un vocabulaire et quelques références. C'est tout simplement les grands principes de la fabrication des papiers. Je vais m'en tenir aux grands principes et vous en donner le socle commun, quel que soit le papier. Ensuite, nous explorerons les besoins fondamentaux qui ont suscité l'essor des papiers et nous verrons en quoi cet essor a trouvé de multiples façons de s'exprimer. Enfin, nous explorerons des symboliques au travers d'usages plus ou moins fréquents,
plus ou moins connue, des papiers. Une dernière chose, et non des moindres, ma voix représente ici une équipe qui a travaillé ensemble et qui a publié un abécédaire du papier. C'est pourquoi, si je suis très impressionnée ce matin d'être devant vous, je suis encore plus impressionnée de représenter ici cette équipe qui m'honore de sa confiance et dont je tire ma légitimité. Commençons donc par nous équiper. Et le film sur la fabrication des papiers japonais dont a parlé Constance, qui suivra, complétera votre équipement. Si j'ai envie que vous reteniez une chose, c'est bien l'origine végétale des papiers. Le principal composant des végétaux, c'est la cellulose. Et c'est bien la cellulose qui intéresse les papetiers. Les papetiers vont extraire les molécules de cellulose, soit directement des végétaux, et alors on dira que les papiers sont faits de fibres vierges. C'est par exemple le cas du mûrier à papier, ou kozo, qui a constitué jusqu'au premier quart du XXe siècle l'essentiel des fibres au Japon. Soit les papetiers vont travailler à partir de textiles usés, et on parlera alors de fibres recyclées. C'est le cas de la France et de l'Europe, jusqu'à ce que l'industrie découvre et généralise l'emploi des fibres vierges provenant des arbres. Ces textiles usés sont des textiles d'origine végétale, de lin, de chanvre et plus tardivement de coton. Ils sont à l'état de chiffon. La première difficulté pour les papetiers est de parvenir à extraire les fibres des plantes ou des chiffons. En effet, cela suppose de déstructurer l'organisation tout à fait cohérente des fibres dans les plantes ou dans les textiles. On cherche à atteindre les molécules de cellulose et à éliminer tout le reste. Il faut dire que la cellulose, c'est un petit peu l'assurance vieillesse du papier. Plus il y a de cellulose, plus les chances de longévité du papier sont grandes. Pour opérer cette déstructuration, il faut parvenir à ramollir les plantes ou les textiles. Pour les plantes, on passe par la cuisson et on peut ajouter au bouillon de cuisson des cendres ou tout autre produit alcalin qui renforce et accélère le processus. Pour les chiffons, ils sont dans un premier temps coupés en morceaux, triés pour faire des catégories, et puis mis en tas à fermenter. Quand quelque chose pourrit, vous devez le savoir, ça devient mou, la matière perd sa résistance mécanique au fur et à mesure que les bactéries se développent. Une fois les structures bien ramollies, on va pouvoir agir mécaniquement sur celles-ci. Comment ? Tout simplement en tapant dessus, en tapant sur les végétaux ou les chiffons pour parvenir à extraire les fibres. On dit que l'on bat les fibres. C'est l'étape d'affinage qui conduit à une séparation des fibres. On les bat avec un maillet à la main ou avec des dispositifs plus sophistiqués qui peuvent relever d'une proto-industrie, comme des piles à maillets mises en batterie. Il existe un autre processus, le raffinage, pendant lequel on fait passer les fibres dans un espace confiné. Cette action entraîne à la fois le gonflement des fibres, leur coupe et leur fibrillation. La première machine à raffiner est le cylindre hollandais et date de la fin du XVIIe siècle. Des machines de taille industrielle ont été développées depuis. Affinage et raffinage sont des étapes très importantes pour les papiers qui comptent aussi bien pour leur résistance mécanique que leur régularité, la régularité de la répartition des fibres, leur état de surface, leur opacité et leur qualité d'imprimabilité. Une fois les fibres séparées, on a ce qu'on appelle de la pâte à papier. Et c'est à partir de cette pâte à papier que l'on va former le papier. On va diluer la pâte à papier dans une grande cuve remplie d'eau. On obtient alors ce qu'on appelle la suspension fibreuse. C'est une suspension car il faut exercer une agitation pour obtenir un mélange homogène et la flottaison des fibres. Le papetier prélève une partie de cette suspension en plongeant dans la cuve un outil que l'on appelle forme. Celui-ci est composé d'un plan filtrant maintenu dans un cadre.
il est de la taille de la future feuille. C'est au moment de la répartition des fibres sur le plan filtrant que la structure de la future feuille apparaît dans l'épaisseur comme à la surface. Cette structure est encore fragile et ne devient définitive qu'au fur et à mesure que l'eau s'égoutte au travers du plan filtrant. On obtient alors ce qu'on appelle le matelas fibreux. Ici, je vous montre une photo d'une machine. Jusque-là, c'était une fabrication de papier fait main, car je trouve que la suspension à gauche, on voit bien le passage entre la suspension fibreuse à gauche et le matelas fibreux à droite. Le matelas fibreux porte l'empreinte du plan filtrant verger vélin, avec ou sans filigrane, avec ou sans marque du papier. Le matelas fibreux est ensuite couché, c'est-à-dire posé sur la pile de matelas fibreux déjà fait. Une fois la pile terminée, elle est mise sous presse. L'action de la presse poursuit l'égouttage en forçant l'extraction de l'eau et en asséchant encore un peu les matelas fibreux. Encore très humides, ceux-ci sont devenus des feuilles et se sont mis à sécher, ce qui réduit encore leur teneur en eau. Différentes actions sont encore conduites, comme l'encollage ou le polissage, dans l'objectif de modifier la surface des papiers. Elles ne sont pas essentielles, mais sont faites pour répondre à des usages. Maintenant que nous nous sommes équipés, voyons en quoi les papiers sont les outils et les supports de nos activités. Ne vous étonnez pas, je n'ai pas ou peu illustré cette partie de ma conférence. Voyons donc en quoi les papiers répondent à des grands besoins fondamentaux dont on a déjà parlé, l'écriture et l'impression, puisque les papiers sont les outils de la pensée, des connaissances, de la mémoire, de la transmission, de l'expression et de la diffusion. Et également les besoins fondamentaux de l'emballage. Les papiers ont un rôle de protection, de contenant, d'aide au commerce et au transport. Ce sont des grands besoins qui sont universels. Et demandons-nous maintenant de quel papier nous avons besoin pour ces usages. Nous avons besoin de papier suffisamment blanc pour contraster avec l'écriture ou les impressions, et ainsi pour faciliter la lecture. Nous avons besoin de papier lisse et sans aspérité pour faciliter l'écriture et ne pas gêner les impressions. Des papiers résistants pour l'impression et pour les emballages. Et nous avons parfois aussi besoin de réguler l'absorption des papiers pour limiter la pénétration de l'encre. Voyons maintenant un exemple, celui de la blancheur. Qu'est-ce qui fait qu'un papier est blanc? C'est tout d'abord une sélection soigneuse des matières premières. À cette sélection des chiffons et des écorces les plus blanches s'ajoutait un lavage opéré au moment du battage ou après la cuisson des écorces, à grande eau. Ces étapes sont associées à la blancheur des papiers et entretiennent l'idée que le blanc est un symbole de qualité. Pour rendre les écorces encore plus blanches au Japon, on les exposait dans de l'eau, une rivière, un bassin ou sur la neige pour que le soleil les blanchisse. Je vais citer moi aussi Tanizaki, qui considère que le blanc des papiers occidentaux est agressif, alors que le blanc des papiers japonais est doux, même s'il le juge un peu terne. Je vais faire une petite pause sur notre chemin, car je voudrais vous expliquer le mot washi. Et wa, donc, qui signifie papier japonais, wa signifiant japonais, et shi, papier. Ce mot est né en opposition à celui de yoshi, yo signifiant ce qui est occidental. Et il a été utilisé à partir du moment où il y a eu des importations de papiers occidentaux au Japon. Avant, il n'avait pas lieu d'être. Je reprends. Si les soins apportés à la sélection des matières premières et aux étapes de fabrication de la pâte à papier justifient amplement la bonne réputation des papiers blancs, il faut toujours garder à l'esprit que la recherche d'économie est un des moteurs de la fabrication.
Ainsi, en Europe, on a rapidement ajouté des pigments bleus au papier afin de modifier la perception de ceux-ci et de faire disparaître un aspect un peu jaune que l'on nommait l'œil jaune. Ces pigments bleus sont des azurants optiques. Ils sont toujours utilisés aujourd'hui pour les lessives, surtout celles qui lavent plus blanc que blanc. Dans un souci de rentabilité, en France comme au Japon, on a blanchi de façon artificielle les fibres en utilisant des produits chimiques. L'intérêt principal de ces traitements est de permettre l'utilisation de toutes les matières premières sans avoir besoin de les trier, et donc un gain de temps important. Avec ces traitements de blanchiment artificiel, la couleur blanche n'est plus le signe de l'emploi des meilleures fibres et de la fabrication la plus soignée, et ainsi n'est plus le symbole de papier de qualité. Voyons maintenant la question de l'absorption des papiers et des besoins différents entre la France et le Japon. En France, on écrivait avec une plume et on avait besoin d'une surface lisse, sans aspérité, qui ne retienne pas l'encre, mais qui laisse au contraire glisser la plume. Au Japon, le pinceau était d'usage et les besoins de surface lisse et peu absorbante étaient moindres. D'ailleurs, on appréciait les effets de mouillé et de sec du pinceau dans les calligraphies ou les peintures, car ceci montrait toute la dextérité et le talent du calligraphe. Afin de faciliter l'écriture à la plume, une étape d'encollage s'est développée en France. L'encollage permet de contrôler et de limiter l'absorption et ce faisant, il aide à la glisse. L'encre ne pénètre pas complètement et si le papier est bien encollé, elle reste sensiblement à la surface de ce dernier. L'encollage est spécifique au papier occidental et, comme nous allons le voir, au Japon. Mais il relève des utilisateurs et non des papetiers. Terminons enfin sur la façon dont les papetiers ont répondu à des besoins spécifiques d'emballage en prenant quelques exemples, encore une fois non exhaustifs. En France, la paille de seigle, qui contient de la silice, était employée pour fabriquer des papiers naturellement imperméables destinés aux usages alimentaires de type boucherie ou fromagerie. Les papiers de couleur bleue servaient à emballer les denrées blanches comme le sucre ou la dentelle, denrées que l'on voulait faire paraître plus blanches qu'elles n'étaient. La couleur provenait d'une sélection de chiffons de couleur ou d'ajouts de couleur dans la cuve. Prenons encore un exemple, celui du papier appelé tengujo, qui servait à emballer des petits objets précieux comme des bijoux. Les qualités de surface et la finesse du papier étaient obtenues par une étape de lavage supplémentaire après le battage. Nous avons passé en revue quelques-uns des principaux critères qui ont orienté des fabrications pour les grands besoins de l'écriture, de l'impression et de l'emballage. Voyons maintenant comment la structuration de la production a eu un impact sur l'organisation des papeteries. Et prenons les exemples de la formation et du séchage des feuilles de papier fait main. La formation des matelas fibreux est l'occasion de fixer l'orientation des fibres qui déterminent les propriétés d'allongement du papier ainsi que son épaire, c'est-à-dire la régularité de la répartition des fibres, son grammage et l'empreinte du plan filtrant. C'est aussi le moment de la détermination de l'endroit et de l'envers de la future feuille. En Occident, le moment de la formation des feuilles est l'occasion d'une partition à deux ouvriers, l'ouvreur et le coucheur. Le premier prélève la suspension fibreuse dans la cuve, pendant que le second couche le matelas fibreux qui vient d'être formé. Pour garder la cadence, les ouvriers utilisent alternativement deux outils, deux formes qu'ils se passent, répétant chacun les mêmes gestes. Le troisième homme, ici, vient prendre la pile déjà faite pour la mettre sous presse. L'objectif de cette séparation des tâches est de gagner du temps, d'augmenter la productivité. Dans cette logique, on va rechercher les freins qui ralentissent le rendement. Et qu'est-ce qui est long? C'est l'égouttage. C'est l'égouttage de la suspension fibreuse. Qu'est-ce qui ralentit l'égouttage? C'est soit une pâte à papier qui a été trop battue ou raffinée
et qui a de ce fait développé beaucoup d'affinité avec l'eau et en conséquence s'égoutte plus lentement. Mais il y a un autre frein à l'égouttage, c'est la viscosité de la suspension. Je vous rappelle que l'antonyme de viscosité, c'est fluidité. Pour faire baisser la viscosité de la suspension, on a deux solutions. On peut chauffer la cuve ou ajouter de l'acide. La première solution a été couramment employée et on en voit un témoignage au musée du papier de Bâle, comme ici sur l'estampe, avec une cuve dotée d'un système de chauffage. Au Japon, l'organisation de travail est différente. Le papetier qui est à la cuve forme et couche les matelas fibreux. Deux méthodes de formation du matelas fibreux ont été développées. Et dans l'une comme dans l'autre, le papetier privilégie une formation longue. Pour cela, il va ajouter un mucus végétal dans la cuve afin d'augmenter la viscosité de la suspension fibreuse. Le mucus, que j'appellerais dispersant, a plusieurs rôles. Il favorise la flottaison des fibres dans la cuve et aide à leur dispersion. Il donne du temps au papetier pour répartir les fibres sur le plan filtrant en ralentissant l'égouttage. Les différences entre les deux méthodes, Nagashizuki et Tamezuki, sont dans les gestes du papetier, ainsi que dans les papiers obtenus par ces gestes. La première est dite par évacuation, car le papetier évacue en rejetant par-dessus la forme la suspension fibreuse qui n'arrive pas à s'égoutter. La seconde méthode est dite par filtration. C'est une méthode proche de la méthode occidentale. Mais du fait du mucus, la suspension fibreuse ne s'égoutte que très lentement. Il y a un autre facteur qui augmente la viscosité de la suspension, en plus de l'emploi d'un dispersant. Il s'agit du travail en eau froide. Celui-ci est favorisé au Japon à plusieurs titres. Tout d'abord, l'eau froide n'altère pas le dispersant, alors que celui-ci perd ses qualités avec la chaleur. Ensuite, l'eau froide est considérée comme pure. Et enfin, l'eau froide permet de se prémunir contre la fermentation, ce qui est un risque non négligeable au Japon du fait du climat. Au Japon, le temps de formation du matelas fibreux peut ainsi prendre plusieurs minutes, alors qu'en Occident, il était plutôt de 5 à 6 secondes. Au Japon, la lenteur est valorisée car elle apparaît comme un gage de qualité, ce qui ne signifie pas que la recherche de rentabilité n'existait pas et n'existe pas. C'est ce que nous allons voir maintenant avec l'exemple du séchage. Le séchage intervient à la suite de la mise sous presse du matelas fibreux. La pression et le séchage sont des étapes importantes pour la stabilité dimensionnelle des papiers, les propriétés d'allongement et de retrait de ces derniers. En Occident, la feuille sèche 2 fois. Le premier séchage a lieu après le passage sous presse des feuilles qui sont mises à sécher en pages, c'est-à-dire 6 par 6. Ce procédé permettait de ralentir le séchage et de l'homogénéiser. Le second séchage, en revanche, n'intervient pas au fil de la production, mais après l'encollage. L'encollage à la gélatine ne se pratiquait que quand la quantité de feuilles produites était suffisante et que le climat était favorable pour cette opération. En général, il s'agissait de la production de plusieurs semaines. Après l'encollage, les feuilles étaient mises à sécher une à une, suspendues dans l'étendoir. Avec les pratiques d'encollage modernes, la colle est mélangée à la suspension fibreuse et cette organisation n'est plus d'actualité que dans de rares papeteries. Au Japon, les feuilles étaient étendues une à une sur des planches de bois et mises à sécher à l'extérieur. Le travail se faisait au fil de la production. Si le séchage des feuilles sur des planches est toujours d'actualité dans de nombreuses papeteries, la plupart se sont cependant équipés de plaques d'acier chauffées pour sécher les feuilles. Cet équipement permet de garantir la production en sécurisant, en contrôlant le séchage. Voyons maintenant l'impact des organisations de travail sur l'architecture des papeteries en Occident. La volonté de séparer les
de séparer les tâches en Occident, celle de gagner du temps et celle de regrouper des opérations, suppose une structuration des papeteries adaptée à ces stratégies, notamment pour faire face au stockage et au traitement de quantités importantes. En Occident, le type d'architecture des moulins à papier a été théorisé. Une pièce voûtée, en sous-sol ou à moitié enterrée, pour aider et accélérer la fermentation des chiffons. Le pourrissoir, une pièce longue et aérée pour faire sécher les feuilles, l'étendoir. Un modèle d'unité de production s'est ainsi mis en place dès le XIVe siècle, avec notamment des piles à mailler en batterie pour battre les chiffons après fermentation. Et avec le développement des productions est né le besoin de marquer le papier afin d'indiquer, entre autres, sa provenance. Ce sont les filigranes qui sont des marques du papier que l'on observe par transparence. C'est un modèle d'infrastructure lourde qui nécessitait des financements à l'installation. C'est un modèle différent des papeteries japonaises qui pouvaient être de petites unités à l'échelle d'une famille. Il existait un besoin commun en Occident et au Japon dans la définition d'un bon papier, d'un bon endroit pour installer une papeterie. Il s'agit du besoin d'un lieu abondant en eau. L'eau était utilisée en Occident pour faire tourner la roue du moulin et ainsi fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement des piles à mailler. Au Japon, le besoin en eau est lié aux étapes de préparation de la pâte à papier et en particulier le lavage à grandes eaux des écorces. Je fais une petite parenthèse. Malraux, dans l'Intemporel, la métamorphose des dieux, relève en observant une peinture représentant la cascade de Nashi, ici il s'agit d'une estampe, pas de cette peinture, que la représentation de l'eau à la verticale est fréquente au Japon, alors qu'en Occident, on pense plus souvent à l'eau comme une surface horizontale, qu'elle soit plate ou agitée. Et on peut s'amuser de ce paradoxe, car l'énergie hydraulique, qui voudrait que l'on représente l'eau verticalement, n'est pas utilisée au Japon, contrairement à l'Occident. Je reviens sur mon chemin. Le modèle japonais ne signifie pas qu'il n'existe pas de séparation des tâches, et notamment des tâches dévolues aux femmes, comme le tri des fibres, chiritori. Le modèle japonais ne signifie pas non plus qu'il n'y avait pas de recherche de modernisation, ni de recherche de rentabilisation et de sécurisation de la production, comme nous avons vu avec le séchage sur les plaques d'acier chauffées. Aujourd'hui, dans les papeteries de papier fait main, le modèle d'organisation du travail japonais autour d'un papetier qui assure toute la fabrication s'est majoritairement imposé. Le papetier assume toutes les tâches, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se fait pas aider, mais il est en mesure de tout assumer. Changeons maintenant de chemin et explorons des usages moins connus des papiers, au travers desquels nous allons explorer les notions de pérennité, d'ingéniosité et de modernité des papiers. Cette dernière notion est bien sûr en résonance avec celle de tradition. Le papier est un matériau qui est pérenne sous certaines conditions, qui sont sa composition. Il doit être majoritairement composé de cellulose et ses conditions de vie. Moins le papier est en contact avec la lumière, avec l'oxygène, plus le climat est stable, mieux le papier se conservera. Il existe, comme nous avons vu, des exemples de papier avant notre ère qui ont été conservés et qui nous le prouvent. Je voudrais développer avec vous la notion de pérennité au travers des imaginaires qui se sont développés autour des papiers. Au Japon, les papiers sont considérés comme des matériaux résistants qui peuvent être utilisés pour des besoins durables. Les Japonais pensent que c'est par un perpétuel renouvellement qu'on assure l'éternité. Le sanctuaire d'Issé, ainsi, est rebâti tous les 25 ans et durera toujours. Cette conception va de pair avec celle que toute chose est éphémère. Il existe ainsi de nombreux exemples de papier utilisés pour l'aménagement des maisons. Le papier laisse respirer la maison et protège des étés chauds et humides où l'on craint par-dessus tout
un confinement qui entraîne un développement de moisissures. Les shoji et les fusuma sont un de ces nombreux exemples. Ce sont des cloisons en papier sur une armature en bois. Les shoji laissent passer la lumière. Les fusuma peuvent être décorés ou peints. Ils sont opaques et utilisés à l'intérieur, alors que les shoji peuvent être utilisés en cloison extérieure. Tanizaki, encore lui, dans l'éloge de l'ombre, note que la lumière qui se diffuse au travers des shoji est veloutée, douce. Elle fait perdre la notion du temps qui passe et donne ainsi une idée d'éternité. Ce goût pour la lumière tamisée, décrit par Tanizaki, se retrouve dans les lampes de papier. En France, on pense fondamentalement que le papier est fragile. On ne l'imagine pas pour un usage quotidien, à part pour des besoins d'écriture, d'impression et d'emballage. Le papier, introduit par les musulmans via l'Espagne conquise du 8e au 15e siècle, arrive tardivement en Europe. Le papier a été adopté par défaut. Il était considéré comme faible et ne pouvant résister au climat froid. Il était comparé à son désavantage au parchemin, dont on vantait la surface blanche et lisse. Le papier avait mauvaise réputation. Contrairement au papier japonais, le papier occidental est fait à partir d'une matière recyclée, des chiffons pourris collectés par des mendiants. Il était trempé dans un bain de gélatine, extrait à partir de peaux d'animaux, dont l'odeur est forte et peut incommoder. Ces caractéristiques ont sans doute marqué l'imaginaire collectif. Avec le développement de l'imprimerie, le papier est devenu incontournable, avec l'invention au XVIIIe siècle du papier vélin, qui permettait d'obtenir une surface plus lisse, le papier a gagné ses galons. Ceux-ci sont remis en question de nos jours avec l'opinion qui se discute que les papiers tuent les forêts. Ces façons de concevoir les papiers remontent sans doute aux origines, aux manières dont les papiers sont arrivés, dont les savoir-faire ont été transmis. Au Japon, la légende dit que le papier a été apporté par une déesse au 7e siècle. Et pour la remercier, un sanctuaire a été construit dans la préfecture de Fukui. Et il y a eu très probablement une forte volonté politique qui a poussé à développer les fabrications du papier. En effet, il y a eu un décret impérial qui demandait à chaque famille de paysans de faire pousser quelques plants de kozo ou mûriers à papier, de façon à fournir suffisamment de matières premières aux artisans papetiers. Ce besoin de contrôler les ressources, de sécuriser les approvisionnements, était probablement dû aux besoins de l'administration centrale pour se développer. Le développement du bouddhisme a aussi favorisé l'emploi de papier pour recopier et diffuser les sutras. Le papier était apprécié aussi pour ses capacités de résister à l'eau. Et il était connu qu'en cas d'incendie, il fallait jeter tous les documents les plus précieux dans un puits, le puits le plus proche, et qu'il suffisait ensuite de les sortir de l'eau et de les sécher. Ceci était possible car l'encre qu'on appelle encre de Chine, qui est une encre au carbone, est insoluble à l'eau. Au Japon, le papier est noble et il est pensé pour un usage quotidien. Mais il est aussi une matière à transformer et nous y reviendrons. Je voudrais maintenant évoquer l'ingéniosité des hommes et des savoir-faire que ces derniers ont mis en œuvre pour transformer les papiers. Il existe de nombreux exemples de transformation des papiers. La plupart sont liés à un contexte économique difficile et un manque de matières premières. J'ai choisi des exemples dans le domaine textile. Ces derniers illustrent le recours au papier comme matière première. Au Japon, il existe une technique de transformation des papiers, le kamiko. Il s'agit de papier plié, repassé, plié, repassé, plié, repassé, jusqu'à ce qu'on obtienne un plissé qui donne une souplesse et un tombé textile incroyable. Les kamiko servent à fabriquer des vêtements, ils peuvent être cousus. Et les papiers des kamiko les papiers utilisés doivent être souples et posséder une bonne résistance mécanique. Dans la région de Shimane, celle-ci était obtenue en utilisant la partie verte de l'écorce en plus de la partie blanche.
En France, les exemples de papier ainsi sublimés sont moins nombreux et ils sont souvent pensés pour un usage éphémère, une robe d'un jour. Les papiers occupent pourtant une place essentielle en couture. Ils servent à faire les patrons qui permettent de confectionner et de reproduire les vêtements. Voyons maintenant des techniques de métamorphose des papiers. Les techniques de shifu au Japon ou de textilose en Europe en sont de bons exemples. Et dans les deux cas, il s'agit de papier tissé. Dans la technique du shifu, les feuilles de papier sont découpées en lanières fines continues. Ensuite, elles sont filées avec un rouet pour obtenir des fils de papier. Et ce sont ces fils de papier qui vont être tissés sur un métier tout à fait classique, les métiers qu'on utilise pour les fibres, pour les fils textiles. Une fois tissés, les fils de papier sont absolument méconnaissables. Voyons maintenant la textilose, qui a été une tentative de développer des textiles de papier dans le premier quart du XXe siècle en Europe. Les fils de papier étaient fabriqués à partir de bobines de papier fait machine. Ils étaient ensuite tissés. Ils pouvaient être teints ou recevoir des adjonctions de fibres textiles, comme des déchets de laine, joliment appelés laine renaissante, dans l'exposition Made in France qui a lieu en ce moment aux Archives nationales. Faisons une petite parenthèse, juste pour le plaisir de découvrir une autre métamorphose du papier, le formica, dont l'objectif était de rendre les meubles accessibles à tous. Les exemples de transformation des papiers sont plus nombreux au Japon. C'est une île qui a longtemps été fermée à l'étranger, où les conditions de vie étaient difficiles et où les besoins en ressources ont favorisé à la fois une économie circulaire et un transfert de technologie d'un domaine à l'autre. Passons à la modernité. Un des symboles de la modernité, qu'on le déplore ou non, est la mondialisation. Le petit précis de mondialisation d'Éric Orsena, La route du papier, démontre bien les mécanismes à l'œuvre. C'est un phénomène qui se vérifie pour l'industrie du papier comme pour d'autres industries. Les productions sont regroupées, certaines usines sont gigantesques et il y a une uniformisation des productions. La revue Traverse, en mai 1983, illustre cette démesure en publiant une image de cette usine construite sur flotteur au Japon et installée sur l'Amazone au plus près de la production des matières premières, des plantes à croissance rapide. Les papiers industriels bon marché ont supplanté les papiers faits main. Les papetiers doivent se singulariser et trouver des marchés de niche pour survivre. L'accent mis sur les savoir-faire génère des visites touristiques qui sont aussi une source de revenus. Les papiers faits main sont devenus un produit de luxe, mais un produit que tout le monde peut s'offrir. Un des aspects de la modernité des papiers est qu'ils sont irremplaçables. Ils sont indispensables dans des usages comme les filtres alimentaires ou les filtres de laboratoire. Ils sont toujours utilisés dans des savoir-faire de niche, comme les métiers carton pour plisser les textiles, ou les katagami, qui sont des pochoirs japonais pour impression textile. Il y a aussi un projet qui a vu le jour grâce à la fois à un papier japonais, le pashika, et un savoir-faire français revu et adapté à ce papier. C'est un projet de création de supports pédagogiques et d'interprétation d'œuvres d'art, ou comme ici de pratiques sportives, c'était pour les JO, pour les non-voyants. La modernité des papiers est aussi dans les imitations que l'on en fait. Les papiers sont devenus iconiques. Ils sont devenus des symboles de l'art de vivre, en particulier au Japon, et donc ils sont imités et remplacés par des pâles copies sur des shoji, des lampes, des lanternes ou les carpes de la fête des garçons. Les papiers sont devenus un matériau d'exploration pour des architectes et des designers contemporains. Et ici, je vous ai mis les images des architectures de Shigeru Ban, les abris pour réfugiés qu'il a construits. Il a fait de nombreuses architectures de carton.
Le mobilier de carton a aussi connu un vrai développement et on trouve sur le marché plusieurs propositions de lits en carton. Ce n'est pas seulement une recherche de diminution des coûts, c'est également un défi pour les designers, car ils doivent à la fois rassurer sur les capacités du carton, en plus d'inventer des nouvelles formes et de garantir la possibilité d'un recyclage. Et il est tout aussi surprenant de voir que des designers font des bijoux en papier, rendant celui-ci précieux par l'ingéniosité déployée et leur capacité à sublimer la matière. Keith Simmons, dont on voit un collier, a fait une résidence dans une papeterie au Mexique, à Oaxaca, et a développé toute une collection de bijoux qui a permis à cette papeterie de mieux que de revivre, plus que survivre. Concluons maintenant. Les mots et les symboles liés au papier et au papetier disent des conceptions, des perceptions du monde, des organisations, des rapports à la modernité. Si les mots et les symboles des papiers sont plus forts au Japon, c'est qu'il s'agit d'une civilisation du papier. Et faisons le parallèle avec les assises. En France, nous avons développé un vocabulaire riche pour désigner les chaises. Fauteuil, bergère, confident, tête à tête, côte à côte, etc. Au Japon, où l'on s'assoit sur le sol, on compte les mots pour désigner les chaises, les assises, sur les doigts d'une main. Isu et sofa, ce dernier mot étant d'origine étrangère, alors que le vocabulaire du papier est riche et précis. Les noms des papiers évoquent des géographies, seki, sushi, des qualités et des géographies, usu, minogami, des fabrications, des usages spécifiques, udagami, mizugami. En France, les noms des papiers décrivent des catégories et des usages. Papier cuisson, papier à cigarette, papier à lettres, papier beaux-arts. Les noms qui existaient autrefois, qui désignaient des qualités de papier ou des formats, comme fin, bulle, gros bulle, coquille, Jésus, ont disparu. Les papiers sont devenus A4, A3, etc. Mais il existe encore quelques noms évocateurs, comme papier Bible, papier glacé ou papier cristal. Je vous avais bien dit que j'allais vous dire une chose et son contraire. Le monde du papier est trop riche pour se laisser réduire. Je voudrais souligner ici la notion de bunkazai, ou bien culturel au Japon, qui signifie à la fois l'héritage commun, les propriétés précieuses du pays, parmi lesquelles comptent les savoir-faire aussi bien que les objets. La loi de protection des biens culturels date des années 1950 au Japon. Elle a permis de sauvegarder les savoir-faire des papiers en permettant aux papetiers qui fabriquent des papiers faits main de continuer à vivre de leur production. C'est en novembre 2024 que le savoir-faire du papier à la main est rentré au patrimoine culturel immatériel français. Avant la Seconde Guerre mondiale, les matières premières nécessaires à la fabrication du papier washi étaient produites en abondance à travers tout le Japon. Néanmoins, la production a considérablement diminué après la guerre. C'est pourquoi l'entreprise Kurotani Washi cultive ses propres matières premières. Les matières premières pour la fabrication du papier washi sont le kozo, ou mûrier à papier, le misumata et le gampi, deux arbustes japonais. Dans les ateliers de Kurotani, le mûrier à papier est l'essence la plus utilisée car elle pousse rapidement et peut être récoltée chaque année. La fibre du mûrier à papier est épaisse et longue. Ainsi, seule une production artisanale permet au papier washi d'acquérir ses caractéristiques de finesse et de résistance. En automne, après la chute des feuilles, les membres de la coopérative Kurotani Washi récoltent le kozo, mûrier à papier.
Une fois coupées, les branches sont rassemblées en fagots de même longueur. À Kurotani, le kozo est aussi appelé kago. C'est pourquoi ce processus de coupe est appelé kago-kokiri. De tout le bois coupé, seulement 5% deviendra du washi. Cette étape marque le début de la fabrication du papier. Afin de ramollir l'écorce, les fagots sont cuits à la vapeur dans un baril en bois placé au-dessus d'un chaudron. Cette grande cuve en bois, appelée koshiki, peut peser jusqu'à 150 kg lorsqu'elle est pleine. Une cuve en métal peut également être utilisée à la place de la traditionnelle cuve en bois. Cette cuisson dure 3 heures. Une fois le feu éteint, elle est suivie d'1 heure de trempage. Cette étape d'étuvage, appelée kagomushi, commence à l'aube et se répète 3 à 4 fois par jour. Une fois les branches ramollies, l'épluchage peut commencer. Cette nouvelle étape, nommée kago-egi, consiste à tordre l'extrémité de la branche encore chaude pour en retirer l'écorce. Cette écorce noire, appelée kurokawa, est ensuite séchée au soleil sous les auvents. C'est le kurokawa oshi. Une fois séchées, les écorces sont trempées un jour entier dans le lit de la rivière. Cette étape se nomme Kurokawa Kawatsuke. L'écorce est foulée plusieurs fois dans l'eau glaciale de la rivière afin de l'assouplir davantage. Autrefois, cette tâche était principalement réalisée pieds nus par des femmes en relevant le bas de leur kimono. L'écorce noire extérieure et l'écorce verte sont ensuite grattées à l'aide d'un petit couteau tranchant. Pour réaliser le papier le plus régulier possible, la moindre impureté est retirée pour ne garder que les belles fibres. Ce processus s'appelle kagosoroi. À ce stade, la fibre est appelée shirokawa. Presque la moitié du temps total nécessaire à la fabrication du papier washi est consacré à l'obtention de ces fibres. Le shirokawa est lavé encore une fois dans la rivière et à nouveau séché. Exposée au soleil, battue par la neige et la pluie, l'écorce devient de plus en plus blanche. Cette écorce séchée est désormais prête à être utilisée pour la fabrication du papier. Dans la fabrication du papier washi, c'est le traitement de la matière première qui demande le plus de temps et d'efforts. Avant la fabrication des feuilles, le shirokawa est de nouveau immergé pendant environ 2 jours. Ce procédé contribue à assouplir les fibres pour faciliter la suite de la fabrication. Les écorces sont ensuite cuites pendant 1h30 à 2 heures dans une solution alcaline bouillante dans le but d'éliminer les impuretés et assouplir encore davantage les fibres. Ce processus, nommé kagotaki, est une étape délicate. Si l'ébullition dure trop longtemps, les fibres peuvent être endommagées, perdant leur éclat et leur rigidité une fois transformées en papier. A l'inverse, un temps de cuisson insuffisant ne permet pas d'éliminer entièrement les impuretés. Le shirokawa est ensuite lavé à la main et à l'eau claire afin de retirer les dernières impuretés. Cette étape s'appelle midashi. Elle prend beaucoup de temps et ne peut pas être automatisée. Les fibres sont ensuite mises dans des cuves en pierre et battues par de grands maillets en bois. Ce processus, kamitataki, était autrefois réalisé par les femmes à la main à l'aide de bâtons de bois sur le rythme de la chanson traditionnelle Kamisuki Uta. Une fois battue, la fibre est traitée dans une machine appelée beater pendant environ 10 minutes, durant lesquelles la pulpe est brassée avec de l'eau. Cette machine possède des dents permettant de disperser encore plus la fibre.
La matière première, désormais appelée shiso, est enfin prête pour le véritable processus de fabrication du papier, le kamisuki. Pour la fabrication du papier washi, il est nécessaire d'utiliser du mucus végétal obtenu en écrasant des racines de taureau à ol. Cette substance est connue sous le nom de neri. On ajoute de l'eau à la racine écrasée, puis on filtre le liquide à travers un tissu pour ne conserver que le mucus. Le neri joue un rôle très important dans la fabrication artisanale du papier washi. La fibre est versée dans une cuve remplie d'eau, puis répartie uniformément à l'aide d'un peigne en bambou. Le mucus végétal, ou neri, est alors ajouté dans la cuve puis mélangé. Le neri permet de répartir uniformément les fibres dans la cuve. Pour la suite de la fabrication du papier, un plan filtrant mobile en bambou appelé su est placé entre deux cadres en bois. Cette méthode est appelée kamisuki. Dans un premier temps, le cadre est légèrement plongé dans la cuve de façon à ce qu'une fine couche se dépose sur le plan filtrant. Cette fine couche de fibres déposée sur le plan filtrant permet d'éviter aux feuilles de papier de coller entre elles. Le cadre est ensuite plongé une nouvelle fois plus profondément dans la cuve. La fibre est répartie sur le plan filtrant grâce à des mouvements de va-et-vient avant-arrière et des mouvements latéraux, jusqu'à ce que toute l'eau soit égouttée et qu'il ne reste qu'une couche de fibre de papier. Ce processus peut être répété plusieurs fois pour atteindre l'épaisseur souhaitée. Le cadre supérieur est ensuite relevé et le su retiré. La première feuille de papier fraîchement formée est déposée sur une planche en bois. Le lendemain, la pile de papier encore humide est pressée pour retirer l'excès d'eau. Ce pressage s'appelle oshikake. Puis, les feuilles de papier sont décollées une à une. Le neri joue à nouveau un rôle central, facilitant la séparation de chacune d'entre elles. Elles sont placées sur des planches de pin ou de ginkgo, selon la texture souhaitée, puis brossées à l'aide d'une brosse en crin de cheval. Les bords du papier sont frottés par une feuille de camélia que l'on trouve près du cabanon de séchage. Cela apportera une brillance particulière au papier. Les planches de séchage sont alors alignées sur le flanc de la montagne du village de Kurotani. Ce processus, nommé kamitsuke, consiste à faire sécher au soleil les feuilles de papier afin qu'elles blanchissent naturellement et deviennent plus résistantes. La fabrication est terminée lorsque les feuilles de papier sont retirées des planches de séchage. Chaque feuille est contrôlée. Celles qui ne répondent pas aux normes sont écartées. Depuis 800 ans, les artisans de Kurotani travaillent avec les éléments naturels et ont appris à en apprécier les bienfaits. Le papier washi est toujours fabriqué selon une méthode traditionnelle aussi longue que difficile. Il faut environ 3 ans pour apprendre à fabriquer du papier washi et 10 pour devenir un artisan hautement qualifié.